Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. On pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples, au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Alors, il parle de la bête de l'événement qui arrive. Bon, ça on en reparlera sur une prochaine capsule. Il parle de plein de choses. Il parle de terrorisme déjà, il parle de l'entraide entre les peuples et ce genre de choses. Donc retenez bien ça parce que ça va nous servir. Et puis, pendant le jingle, vous avez vu tout un tas d'images. Tout ça, on en parlera très bientôt. Ok, donc je vous fais un petit disclaimer. Donc en fait, c'est juste pour vous prévenir de ce que vous allez voir sur cette vidéo. Je ne suis pas de ceux qui disent que ce virus n'existe pas, mais je suis très clairement de ceux qui auraient bien aimé être mieux informés par rapport à ce qui nous servent dans les médias subventionnés. Et par avance, je suis désolé pour tous ceux qui connaissent une partie des vidéos que je vais vous montrer. Si vous les avez déjà vues, ou certaines parties, alors ce n'est pas le cas du tout pour une grande partie de vos contacts et de vos amis à cause des algorithmes, qui souvent empêchent carrément vos amis de voir ce que vous partagez sur vos murs, ou même votre YouTube qui ne vous propose pas un certain nombre d'informations, même si vous commencez à vous en douter tous. Mais c'est la raison même pour laquelle je diffuse cette vidéo en direct. Ça empêche la censure trop rapide. J'en profite pour vous dire que je posterai tant que possible sur les pages Facebook et YouTube de Lève le Voile, et en replay, je le posterai dès le lendemain sur odyssée.com. C'est l'équivalent de YouTube mais sans la censure. Dès demain, le site Lève le Voile sera opérationnel. Grâce à ce site, vous pourrez garder le contact avec moi, notamment par le biais de la newsletter, en cas de censure. Alors voilà, la bonne nouvelle, c'est que les Français commencent à rejoindre l'état d'esprit des autres pays et que tout le monde se réveille. Alors, les masques dès 6 ans à l'école, bon ça on en a parlé tout à l'heure. Ok. Je pourrais commencer par vous rassurer en disant que si vous allez voir des choses pas très rigolotes là ce soir, ni dans les prochaines vidéos, tout va bien aller. Comme dit quelqu'un que j'adore qui s'appelle Léo, tout va bien aller. D'accord ? C'est juste qu'on a besoin de prendre conscience de toutes ces choses-là. Et on va y aller crescendo. Là, je vais vous parler juste... je vais vous donner des outils, je vais vous donner des pages YouTube ou sur Internet où vous pouvez commencer à avoir une information qui n'est pas celle de la télévision. Moi, je connais tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant la période, on n'en parlait jamais. Avant la période bien sûr, Covid. on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. M6 Info. Cette dame est arrivée ce matin à l'hôpital. Le diagnostic est posé.
elle est grippée. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Et le personnel est à bout de souffle. Les urgences sont en surchauffe sur l'ensemble du territoire, avec l'hiver, la grippe. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. On est actuellement en état de saturation d'hospitalisation. On n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gériatriques aiguës. Ils sont pleins. Et on ne sait pas très bien où mettre ces patients-là. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Quand il n'y a plus de lits, on fait au mieux, on a recours un petit peu aux cliniques aux alentours, aux hôpitaux. Il y en a certains qu'on peut gérer aussi en ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui passent la nuit sur des brancards parce qu'on n'a pas le choix. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Nous, on a un ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les patients correctement. L'agence régionale de santé a visité hier les urgences pour analyser concrètement la situation, mais aucune réponse n'a été encore apportée. Le gouvernement a mis de l'argent depuis ce début de la crise sur la table, y compris pour les professions de santé. Il y avait 5000 lits de réa, 5000 lits de réa au mois de mars. Il y en avait apparemment 25 000 en Allemagne. Ouais. Voilà, et il y en a toujours 5 000. Et là, on nous dit, non mais il y en a 5 000, mais attention, il y a tellement eu d'opérations qui ont été déprogrammées, reprogrammées, qu'il y en aura encore moins de disponibles au mois d'octobre qu'au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards d'argent du contribuable. Le contribuable a été généreux, il a bien voulu payer ses impôts, il a bien voulu financer ça, pour se retrouver dans une situation où il y a moins de lits de réa en octobre qu'au mois de mars. Et c'est du délire. Et c'est pire que ce que tu dis, parce que en plus de ça, pour des mesures d'éviter la contamination entre les malades, les chambres à 2 lits sont devenues des chambres à 1 lit. La grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon sans que personne n'en parle. Voilà. Oh ben voilà. Ok les amis, alors... Ok. Donc, c'était juste pour remettre les choses dans leur contexte. Vous avez compris que en France... Mais c'est pareil dans le monde entier, il y a une pénurie de moyens. On va pas parler pénurie, on va dire que il y a des budgets beaucoup plus resserrés pour tout ce qui est santé dans le monde entier, à quelques pays près, et il y a beaucoup plus de fonds alloués aux forces de l'ordre et aux forces de police. Ça, je pourrais aller vous montrer les chiffres, ou même vous renvoyer vers les sites qui font ce travail-là, d'aller chercher les chiffres. Donc voilà, dans la plupart des pays riches du monde, et même... Pas les pays les plus pauvres, mais vraiment de manière intermédiaire, les pays ce qu'on appelle en voie de développement, ou même un peu plus, genre le Brésil, les hôpitaux et les EHPAD manquent de moyens, et la police a vraiment alors, pas de gros moyens en termes de bien-être, hein. Un policier ne va pas être plus heureux, mais en termes de moyens, de répression, ça, ce sont vraiment des budgets qui ont vraiment augmenté. On parlera des chiffres de la France, là, très bientôt, par rapport à ça. Au niveau de la santé, c'est pas quelque chose de nouveau. On pourrait dire que c'est quelque chose d'entretenu. Hein. Je crois qu'on a vu parler de 5000 lits, là. Dans les capsules suivantes, on verra que Macron veut augmenter à 10 000 lits en réanimation, les lits disponibles. Il se trouve qu'en Allemagne, ils sont toujours à 25 000 lits disponibles à tout moment. Voilà, c'est juste pour vous remettre ça en tête et pour vous commencer à vous poser des questions de est-ce que c'est normal de mettre autant d'argent dans des choses aussi peu importantes que la santé. J'aimerais... Toujours dans le même domaine, vous présenter la chaîne YouTube de Emma Crossi. Alors elle aussi, hein, elle est beaucoup censurée. Parfois elle arrive à remettre des vidéos en ligne. Alors je vais vous mettre ça dans la description également. Hein.
juste une partie de la vidéo qui s'appelle « Appel au labo ». Et on va voir de la 1 minute 58 à 7 minutes 42. C'est parti. Avec des personnes dirigeantes, entre autres des HUG, hôpitaux universitaires genevois, qui nous font peur dans les médias. Ah oui, elle est suisse, d'accord ? Qui nous alarment et qui nous disent que tout va partir à volo d'ici peu. J'aurai la chance et le grand plaisir d'accueillir prochainement une personne qui travaille en réanimation. Vous pourrez entendre son point de vue qui n'est pas du tout le même que les personnes qui ont peur maintenant et qui sont dans un état de stress intense. Et j'ai voulu, ces derniers jours, poser un certain nombre de questions sur ces tests positifs. Au laboratoire suisse, j'ai donc pris mon téléphone et fait beaucoup d'appels. J'ai passé beaucoup de temps aussi à attendre qu'on me passe des personnes. Pour la plupart du temps, on m'a envoyé paître. Et j'ai eu quand même l'occasion de parler avec 2 responsables de laboratoire. J'ai appris qu'un certain nombre de laboratoires en Suisse fabriquaient leurs tests PCR et n'utilisaient pas les kits de tests mis à disposition. Je vous fais aussi référence à ma vidéo sur les cycles d'amplification que j'ai fait récemment. Les cycles d'amplification qui malheureusement ne sont absolument pas donnés aux médecins. En gros, si vous allez chez votre médecin maintenant et que votre médecin demande un test pour vous, eh bien ce test PCR va être envoyé au laboratoire et le laboratoire va faire un certain nombre de cycles d'amplification pour vous dire si vous êtes positif ou pas. Il se trouve qu'à partir de 35 cycles d'amplification, eh bien, on peut parler d'un positif faible. Et ce positif faible serait apparemment pas une possibilité de vous considérer comme étant contagieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si vous êtes positif à 36, 37 cycles d'amplification, eh bien le laboratoire va dire à votre médecin que vous êtes positif, mais votre médecin ne saura pas quelle est la base pour parler de votre positivité. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire au médecin, eh bien votre patient est positif à 36 cycles d'amplification par exemple, et il se trouve que sa charge virale n'est pas probablement contagieuse. On vous propose de refaire un test dans 2 ou 3 jours pour voir si elle a monté, c'est-à-dire si on peut voir que votre patient est positif avec un cycle d'amplification plus bas, de l'ordre de 20, 25 ou en tout cas moins que 35. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les laboratoires avec lesquels j'ai discuté eh bien, considèrent que vous, les médecins, vous n'y comprenez rien, vous ne savez pas de toute façon ce que sont des cycles d'amplification. Il y a aussi, j'ai trouvé, un immense snobisme de ce côté-là, c'est-à-dire que nous avons les microbiologistes d'un côté, les généticiens de l'autre, les médecins traitants de ville encore d'un autre côté, et finalement, pas une grande communication entre toutes ces personnes. J'ai été aussi choquée de voir que finalement, les personnes aujourd'hui qui fabriquent leurs tests PCR dans leur labo, des tests maison, comme ils le disent, finalement, sont absolument ravis, il ne faut pas le cacher. Aujourd'hui, c'est un vrai Disneyland économique pour les laboratoires. Mais j'ai été choquée de la façon dont on m'a répondu concernant les médecins. Eh bien, nous ne communiquons pas les cycles d'amplification sur les résultats positifs puisque les médecins n'y comprennent rien. J'ai l'impression que les médecins, ils ne savent même pas ce que c'est, les cycles d'amplification. Ils ne savent pas ce que c'est, exactement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on ne donne pas cette information. En fonction de la méthode, ça variera. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on n'en a jamais donné, cette information sur les rapports. Jamais. Bien, alors c'est sûr que maintenant, je ne lâcherai pas le morceau. Je vais avoir des invités, j'ai demandé à des microbiologistes de venir nous expliquer et vous expliquer ce que sont des cycles d'amplification, comment on peut cultiver un virus, à partir de quand on peut considérer que vous êtes contagieux. Aujourd'hui, nous avons une immense propagande sur les cas positifs. Je rappelle que, sauf avis contraire, eh bien, ça ne veut absolument rien dire. Nous sommes tous extrêmement fatigués d'entendre des nouvelles qui font peur, des nouvelles qui nous mettent tous finalement dans la méfiance de notre voisin. J'ai entendu aussi une personne à Genève dans une conférence de presse récemment aux hôpitaux universitaires genevois dire qu'elle trouvait scandaleux que vous, les étudiants, vous puissiez sortir de l'université, enlever votre masque et discuter en groupe sur le trottoir. Elle trouvait ça scandaleux. Et moi, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, nous assistons à des conférences de presse qui durent pratiquement 1 heure, durant lesquelles personne ne donne de vraies informations utiles pour comprendre la situation. Qu'est-ce que seraient de vraies informations utiles? Eh bien, premièrement, quel est le nombre de lits en réanimation pour 100 000 habitants? Quel est le critère pour parler de positivité d'un test en termes de cycle d'amplification? Aujourd'hui, quels sont les protocoles dans les hôpitaux et dans les soins Covid et aussi en réanimation qu'on applique pour les patients malades? Eh bien, toutes ces réponses
réponses, vous les aurez prochainement en vidéo. Tout ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'en France, sur 101 départements, eh bien, il se trouve que 40 départements ont 5 lits en réanimation pour 100 000 habitants et 9 départements, 3 lits pour 100 000 habitants en réanimation. Est-ce que vous avez bien entendu ces chiffres ? Bien, alors maintenant, nous sommes au mois d'octobre. Au mois de mars, toutes les autorités ont tiré les sonnettes d'alarme. Tout le monde a eu peur, ce qui est absolument normal et humain. Quel est le bilan maintenant entre le mois de mars et le mois d'octobre 2020 ? Quels sont les budgets débloqués pour recruter du personnel compétent en réanimation ? Quels sont... Ok, on est allé un petit peu plus loin que ce que j'avais prévu. En gros, Emma Crossi, à elle toute seule, puisque vous allez le voir dans cette vidéo, c'était juste une présentation, puisqu'elle appelle les labos avec son petit téléphone, elle fait le travail que devrait faire n'importe quel média, c'est-à-dire faire des enquêtes, se baser sur la source. Donc la source, là, pour le coup, ce sont les labos. C'est pas tout, hein. Si vous voulez aller voir ce que fait Emma Crossi, je vais ouvrir... Ah, si je clique sur vidéo, je vais en voir plus. Regardez tout ce qu'elle a fait. Voilà, et ça c'est avec ses petits doigts, avec son petit ordinateur et son téléphone surtout. Donc là vous pourrez avoir quelque chose d'un petit peu plus sérieux que les médias subventionnés. Ok, merci Emma pour ça. Ensuite, toujours dans le même domaine. Là c'était juste pour que vous commenciez à creuser. C'était pas pour vous dire attention, il se passe ci, il se passe ça, c'est pour vous dire il y a des gens qui appellent les labos, il y a des gens qui appellent les médecins. On va aller voir des gens qui font des traductions. Alors, fils de pangolin, ils commencent à être connus sur Internet, ils ne font pas de montage, ils ne font que de la traduction de vidéos anglaises ou de différents pays. Et il ne fait pas de montage particulier. Donc là, grâce à lui, on va pouvoir regarder une vidéo. Vous pouvez toujours trouver la source avec fils de pangolin, il laisse toujours le fichier dont il s'est servi pour faire sa traduction. Ça, c'est quelque chose de très très important à mes yeux. Allez, c'est parti, vous allez comprendre le sujet, je ne vais pas laisser la vidéo jusqu'au bout. Le test PCR a été inventé dans les années 80 par un biochimiste américain du nom de Kary Mullis, ce qui lui a valu le prix Nobel de chimie 10 ans plus tard. Donc comment un test mis au point il y a près de 40 ans peut-il donc être utilisé pour diagnostiquer ce qu'on nous présente comme une toute nouvelle maladie, découverte l'année dernière par le monde entier? D'après ce que je comprends, c'est impossible. Mais je ne suis ni médecin ni scientifique, et je ne suis certainement pas un expert ou un biochimiste comme Kary Mullis. Nous avons vu beaucoup de faux positifs lors des tests de dépistage du coronavirus. On pense que beaucoup de ces faux positifs sont déclenchés par des cellules virales mortes. Nous avons vu des cas de chèvres et de fruits testés positifs, ce qui soulève bien plus de questions que cela n'apporte de réponses. Une femme a même été blessée par un test après qu'un prélèvement nasal ait perforé la paroi de son cerveau, provoquant une fuite de liquide cérébral par le nez. Tout cela à cause d'un virus dont le taux de survie est de plus de 99% pour la plupart des personnes qui l'attrapent. Pourquoi est-il si important de comprendre ce test? Parce que c'est le catalyseur de la campagne de peur qui est menée par les médias corrompus et qui est ensuite utilisée par le gouvernement comme justification pour imposer des restrictions sur nos vies. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs clips de médecins, en plus de ceux de l'inventaire du test PCR lui-même. Et je suis assez confiant que d'ici la fin de ce programme, vous arriverez à la même conclusion que moi, à savoir que l'on nous ment. Commençons par Kary Mullis, l'inventeur du test PCR. Je voudrais demander ceci à Kary. Comment ont-ils détourné l'usage du PCR pour estimer tous ces supposés ARN viral libres, qui pourraient être là ou pas? Le terme, je pense, détourner n'est pas vraiment... Je ne pense pas que vous puissiez détourner l'usage du PCR en fait. Non, ce sont plutôt les résultats, l'interprétation qu'on en fait. Vous comprenez? S'ils peuvent trouver ce virus en vous, et avec le test de PCR si vous le faites bien, vous pouvez trouver presque n'importe quoi chez n'importe qui. Ça vous amène à croire en cette sorte de vision bouddhiste selon laquelle tout se trouve à l'intérieur de tout ce qui existe, n'est-ce pas? Je veux dire, si vous pouvez amplifier une seule molécule jusqu'à obtenir quelque chose de vraiment mesurable, ce que le test PCR peut faire, alors il n'y a que très peu de molécules que vous n'ayez pas au moins en un seul exemplaire dans votre corps. On pourrait donc considérer ça comme un usage détourné, le fait de prétendre que c'est significatif. Le véritable problème, c'est qu'on n'a pas besoin de faire le test de dépistage du VIH. On n'a pas besoin de faire le test pour les 10 000 autres rétrovirus qui ne sont pas nommés et également présents chez le sujet. Quelqu'un qui a le VIH va avoir en général presque tout ce qu'on peut dépister. Parce que le VIH est un virus assez rare. Sur 250-300 millions de personnes en Amérique, nous ne sommes qu'1 million à avoir ce virus. Il faut donc soit que votre mère l'ait attrapé et vous le transmette, soit que vous soyez vraiment très concentré sur les personnes qui l'ont attrapé et seulement sur elles, et vous aurez alors de bonnes chances de l'attraper. C'est difficile de l'avoir, mais si vous l'avez, il y a de fortes chances que vous en ayez aussi beaucoup d'autres. Parce que vous avez été exposé au fait d'attraper beaucoup de... Faire un test pour le VIH et affirmer qu'il a une valeur particulière, c'est ça le vrai problème, je pense. Et non pas que le PCR ait été mal utilisé. Est-ce qu'il s'agit d'une estimation? Ce n'est pas une estimation, non. C'est quelque chose de vraiment quantitatif. Ça vous donne des informations sur la nature et sur ce qui s'y trouve. Ça vous permet de prendre une quantité infime de quelque chose et de le rendre mesurable. Puis d'en parler dans des réunions, comme si c'était important. Vous voyez, ce n'est pas un détournement d'usage, c'est juste une sorte de mauvaise interprétation. On trouve très peu de traces de ce qu'ils appellent le virus VIH et de ce qui a été déjà rapporté ici par Philpott. La façon de mesurer ce virus n'est pas du tout exacte. Elle n'est pas aussi précise que notre façon de mesurer des choses comme des pommes.
Une pomme est une pomme. Si vous avez suffisamment de choses qui ressemblent à une pomme et que vous les collez toutes ensemble, vous allez peut-être penser que c'est une pomme. Mais pour le VIH, ce n'est pas la même chose. Ces tests sont tous basés sur des choses qui sont invisibles, et les résultats entraînent des suppositions. Le test PCR, c'est autre chose. C'est juste un procédé qui est utilisé pour faire sortir beaucoup de quelque chose à partir d'un petit quelque chose. C'est pourquoi ça ne vous permet pas de savoir si vous êtes malade, et si ce que vous avez attrapé va vraiment vous faire du mal. Donc même si vous croyez au virus VIH, le test ne peut pas faire la différence entre des particules de virus ou un virus vivant actif. Ça soulève beaucoup de questions. J'espère que vous avez bien noté ça vers la fin. En particulier lorsque Melis parle des tests. Il différencie la méthode PCR de celle des tests. Il la décrit comme un procédé qui consiste à prendre une infime quantité de quelque chose pour en produire beaucoup plus. Melis souligne également que le PCR ne vous permet pas de savoir si vous êtes malade, et que si ce que vous avez vous rendra malade. Donc, selon l'inventaire du PCR lui-même, ce test n'est pas adapté et ne devrait pas être utilisé comme un test de diagnostic pour déterminer des résultats négatifs ou positifs. Pourtant, c'est le test standard utilisé dans le monde entier pour faire un diagnostic. Et sur la base de ces résultats, le gouvernement impose les restrictions liées au Covid dans le monde entier. Pour moi, ça ressemble à une imposture. Que dirait Karim Melis aujourd'hui au sujet du test PCR et de son utilisation comme test de dépistage pour le Covid? Malheureusement, nous ne le saurons jamais car Melis est décédé à l'âge de 74 ans le 7 août 2019, juste avant le début de l'épidémie. Cause officielle du décès, pneumonie. Mais on peut se faire une idée de ce que Melis aurait pu dire en nous basant sur ce qu'il a dit dans le passé concernant le sida et le virus HIV. Voici à présent le docteur Thomas Cowan. Il a fait une analyse du test PCR et montre comment il peut être utilisé pour manipuler la crise. Le test est appelé test RT-PCR. Ok, bon, vous avez compris l'idée. Je ne vais pas vous laisser toute la vidéo. Soit vous allez la chercher, soit vous la trouverez dans la description, parce que je vais bien réussir à faire ça. Donc vous avez compris, ce monsieur, l'inventeur du test PCR, il est mort en août 2019. Si j'ai bien suivi. Pas de bol pour nous. Bon, toujours est-il que c'est sympa d'avoir la source. Ensuite, on va parler de quelque chose qui laisse inquiet. Voilà. On va parler du Canada, et notamment la province de Québec. Allez, Canada, tout le Canada. Le Québec, on le gardera pour demain ou après-demain. Il se trouve que c'est partout dans le monde. Partout dans le monde, on a le même souci au niveau des EHPAD, au niveau des hôpitaux, vous l'avez compris. On a le même problème au niveau des tests PCR. On a le même problème au niveau des tests positifs ou négatifs. On a les mêmes problèmes dans les écoles. Ah non, il y a des pays qui sont bien plus en difficulté que nous. Et notamment au Canada, et en Nouvelle-Zélande et certaines villes d'Australie, si je ne m'abuse. Donc, je vais juste vous montrer quelque chose. C'est quelque chose qui est en train de se passer au Canada en ce moment, sur le Parlement. Ils en discutent au Parlement. Voilà, j'aurais aimé voir ça dans les infos, alors je vous le communique. On va parler des camps FEMA. Alors, qu'est-ce qu'un camp FEMA? Qu'est-ce qu'un camp FEMA? Comment on fait pour voir ça? Comment on fait? Voilà. Un camp FEMA. Federal Emergency Management Agency. Bon, en gros, Disaster Recovery Center. Un centre pour gérer les crises sanitaires. Voilà. Donc, ce sont des très très grands camps. Où est-ce qu'on trouve ces camps? Alors, on trouve tout et son contraire, puisque quand vous tapez FEMA Camp sur Internet, vous trouvez tout et n'importe quoi, comme quoi il y a plus de 600 camps comme ceci aux États-Unis. On voit des images comme celle-ci qui nous indiquent tous les camps FEMA. Alors, le camp FEMA, ça ressemble vraiment à ça, c'est-à-dire des plaines avec des tentes et des cercueils pour gérer les morts. Alors, on prend ça avec des pincettes. Pour l'instant, on en est sur on prend ça avec des pincettes, on va voir ce qui se dit au Canada dans quelques secondes. En gros, il y a ces espèces de grandes boîtes. Je ne sais pas si vous voyez. Ces grandes boîtes, elles sont livrées par paquet de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin une vingtaine de boîtes par pile. Et chacune de ces boîtes peut contenir, je ne sais pas, peut-être 1, 2, 3, 4, allez, 4 corps à la volée. Minimum 4 x 2, 8 corps par bac. Voilà, donc ça c'est livré dans chacun de ces camps FEMA. Et j'irai gratter un peu plus. Là, on va juste voir ce que dit le Canada. Désolé pour les répétitions. Il y en a qui s'amusent à les poser sur un plan. Quand on fait la recherche nous-mêmes, avec nos petits doigts, parce qu'on aime bien faire des recherches, c'est assez difficile parce que vous voyez, quand vous zoomez sur une zone, il n'y a pas autant de points qui apparaissent. Et si je dézoome et que je fais rechercher dans cette zone, hop, il y en a plein qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Donc en fait,
à aucun moment, on ne peut avoir un instant T avec tous les points qui apparaissent en même temps. Hop, et là, ce sont ces points-là qui apparaissent. Vous voyez un petit peu le bug? C'est très très énervant. C'est très difficile de savoir combien il y a de camps FEMA. Maintenant, on va aller voir ce qui se dit au Parlement canadien. Où est-ce qu'il est mon petit Parlement canadien? Une petite introduction en anglais juste pour voir que le 8 octobre, les médias en parlaient déjà. Crazy is happening right now in Canada, soon to be coming in the US if it's not here already, but most Je vais vous traduire je vous mettre la version traduite tout à l'heure. likely it already is. In Canada, they are already building quarantine internment camps. Des camps d'internement pour mettre les gens en quarantaine. Yes, quarantine internment camps. We have been shouting and sounding the alarm for a very long time, telling you that these are coming next, that they're going to be building quarantine internment camps, and they already have the legislation to do it. They are able now to separate you from your children, send you or your children to CPS, social. En gros, elle fait la liste de tout ce qu'on peut faire avec ces camps d'internement, donc vous séparez quand votre enfant est positif ou ce genre de choses. Services, foster care, if you refuse to get them tested or have them wear Si vous refusez d'être testé ou si vous refusez de vous faire vacciner, enfin peu importe l'idée. masks, De porter des go masques. to online learning during COVID, they're making all sorts of measures, and they have now the right to remove you from your home or your parents or your children and force you to quarantine. How are they going to do it? They said, we're going to get... En gros, elle est en train de dire comment ils vont faire pour vous séparer de votre famille si vous êtes positif. Et elle insiste sur ces histoires de camps qui sont en train de se construire. On va voir ça dans quelques some secondes. special accommodations for you guys. Don't worry. We're going to give you some special accommodations. Well, you think you're going to stay in the Fairmont Hotel? Where do you think you're going to be staying Vous in? pensez que vous alliez rester You à know, l'hôtel? even days in? No, this ain't no 5-star hotel situation. Okay, make no mistake. Pas d'hôtel 5 You're going étoiles to be pour vous. staying in a freaking internment camp. Let's roll the clip and see what we're dealing with here. Sauf que je vais pas vous laisser avec la vidéo américaine. Il y a quelqu'un qui a traduit ça. On va aller voir ça tout de suite. Si un député demande si la population de l'Ontario devrait se préparer au camp d'internement. On lui a dit oui, mais de manière vague et ambiguë. Next question, the member for Lanark, Frontenac, Kingston. Thank you, Speaker. My question is to the Premier. In my supplemental question yesterday, I asked this government if the people of Ontario should prepare for internment camps. In September, the federal government posted a call for expressions of interest for contractors to supply, provide, and manage quarantine isolation camps throughout every province and every territory in Canada. These quarantine isolation camps, however, are not limited to people with COVID, but provide a wide latitude for many people to be detained. Surely this government is aware of the intentions to build these isolation camps from coast to coast. And my question to the Premier is, how many of these camps will be built, and how many people does this government expect to detain? Question. Government House Leader. Thank you, Mr. Speaker. It is very true that when people leave the country and when they come back in, that the province is suggesting, and the federal government, in cooperation with the federal government, we are suggesting that people isolate themselves. That has been a practice that has been very successful, not only here in the province of Ontario, but across Canada. And we will, of course, be redoubling our efforts to make sure that the people of the province of Ontario remain safe, Mr. Speaker. So if the member is referring to the fact that that one of the public health policies is that when you return from a jurisdiction outside of the province of Ontario or from another country that you isolate yourself for 2 weeks, I would suggest that has been a good policy that has been working. In fact, this House has been doing the same thing since we came back. We are working in cohorts to make sure that the Legislative Assembly can continue to operate. That's why we have 2 separate cohorts. Mr. Speaker. Response. And with the cooperation of the official opposition, that is why all members of the Independents have been excluded from that cohort, because we want them to be able to participate in debate. So we will continue to do everything in our power to make sure that this House continues, but that the people of the province of Ontario and Canada are kept safe. Supplementary question. Again, back to the Premier. Here's the RFP, and
in the RFP, it uses clear language to express that these camps can be used for a broad spectrum of people, not limited to travelers. Indeed, it doesn't even mention international travelers. It's just a broad latitude of people. And I'll send over the copy of the RFP after. So your government must be in negotiations and aware of these plans to potentially detain and isolate citizens and residents of our country and our province. So, Speaker, to the Premier, where will these camps be built? How many people will be detained? And for what reasons? For what reasons can people be kept in these isolation camps? And I'd like to have the Premier assure the people of Ontario. Member, take a seat. The next question. En fait, le gouvernement canadien a lancé des demandes de propositions à l'industrie sur la construction de camps dans chaque province et territoire du pays. Ce qui suit est une vidéo. Ok. Ok les amis, donc vous avez bien vu ce que vous avez vu, c'est au Parlement canadien, on parle bien de camps d'internement. Bon, le monsieur qui fait la recherche, il tombe sur le document des commandes, parce qu'en fait c'est continu, c'est-à-dire que les camps a priori ne devraient pas être utilisés, ils devraient être tous vides, mais ils continuent leur construction, c'est-à-dire que voilà, partout sur la planète ça pousse, et dans certains pays plus que d'autres. Ils s'attendent vraiment à beaucoup de morts d'un coup, hein. On ne sait pas comment ils font. La vidéo là qui suit, elle est aussi géniale. En fait, ce monsieur, on la regardera plus tard, ou vous la regarderez. Ouais, je vous la montrerai dans une autre capsule. C'est un monsieur au Canada qui explique tout ce qu'ils ont le droit de faire par rapport aux gens qui ne veulent pas obtempérer, pas porter le masque, pas faire ci, pas faire ça, et ce qu'on fait d'eux, et si on a le droit de les prendre de manière musclée ou pas. Mais allez, pour ce soir, j'ai plus le temps. On continue. Non, on va clore même le live. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Toujours est-il que de savoir que c'est en discussion au Parlement canadien, moi j'aurais aimé que les médias m'en informent. J'aurais aimé pouvoir assister à ça, j'aurais aimé pouvoir pas donner mon avis en tant que Français, mais être informé, puisqu'il y en a aussi en France, et qui se construisent. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je ferai mieux la prochaine fois, ça sera plus fluide, il n'y aura pas de problème technique. Ah si, je vais peut-être revenir sur une dernière petite chose. Sur Fils de Pangolin, en fait, quand vous allez dans les descriptions, il y a toujours la source qui est proposée. Alors, vous cliquez sur la source, et hop, vous tombez sur la vidéo originale. Ça, c'est juste pour pas faire confiance à Fils de Pangolin. Si vous voulez écouter par vous-même, écoutez-le en anglais, ça passe bien, en général, il parle lentement. Et au bout de 10-15 vidéos, vous commencerez, comme moi, je l'espère, à faire confiance à Fils de Pangolin et toute sa team, parce qu'il nous aide beaucoup en ce moment. Voilà les amis, demain, je vous expliquerai pourquoi Donald Trump va gagner, et en quoi ça nous impacte, en quoi ça nous touche, en quoi c'est important ou non, en quoi ça peut faire peur ou non. Et si je suis censuré, ah oui, parce que je vous ai pas dit, je vous montrerai ça demain, j'ai essayé de créer une page Facebook qui s'appelle Lève le voile, et donc elle a été créée, et il n'y a aucun contenu à l'intérieur. Ça a été créé avec une adresse mail nouvelle, avec une carte SIM que j'ai achetée spécialement pour l'occasion, et c'est mon père qui l'a acheté, donc c'est même pas à mon nom, c'est même pas sur mon RIB. Et ben Facebook m'interdit l'accès à cette page-là. Donc j'ai créé la page Lève le voile depuis mon compte personnel. Donc ça veut dire que le jour où je serai censuré, c'est finalement toute cette page Facebook qui saute. D'où l'idée d'aller sur un site comme YouTube qui s'appelle odyssey.com, et sur mon site que vous trouverez très vite, ça s'appellera Lève le voile. Ça sera également dans les descriptions. Merci pour ça, je vous dis à très vite.
je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive.